Bonjour Frédéric, Hello, hello. bienvenue dans ce live dédié au growth hacking. Alors je me suis posé la question, c'est du growth hacking ou c'est du gros saccage? Ah bah on va essayer de pas faire du gros saccage, on n'est pas des ni des vandales, mais on D'accord, essaye d'être des hommes plus ou moins civilisés. d'accord. Bien, on a une heure, ce qui est, étant donné ta volubilité, on va dire, un challenge. D'ailleurs, on va commencer par ça, on va commencer par une question très simple. Mhm. Une question à laquelle tu es obligé de répondre par oui ou par non. Alors là, c'est vraiment, je sais que c'est un exercice très Oh. difficile pour toi. Alors, la question, c'est euh, le marketing éthique, hein, parce que tu as écrit d'ailleurs un livre récemment sur la déconsommation, le marketing éthique. Et alors donc, la question, elle est simple, et on y répond par oui ou par non, et on dit qu'on ne va pas plus loin. C'est est-ce que le growth hacking est compatible avec le marketing éthique? Oui ou non? Oui, la réponse est oui, Voilà, avec une alors je petite suis rassuré. astérix, mais c'est un oui. D'accord, donc c'est la petite astérisque qui m'intéresse, mais du coup, bon, comme c'est compatible, tu as le droit de rester, on peut continuer jusque 13 heures aujourd'hui, et j'invite tous nos auditeurs. Alors, c'est toujours un peu compliqué avec LinkedIn, on voit pas forcément tout et on peut pas forcément répondre en direct, mais je vois vos commentaires. Bonjour à Eric, à Julien notamment, et vous pouvez bien entendu poser vos questions, on essaiera de les intégrer au fur et à mesure. Donc, la première bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire du growth hacking qui n'est pas du gros saccage, qui est du growth hacking éthique, et tu vas nous expliquer cela. Alors ici, on ne va pas passer son temps à faire de la techno et à Mhm. expliquer comment on clique à droite et à gauche, parce que ça, bon, ok, on clique à droite et à gauche, ça c'est facile. Enfin, a priori. Non, la question, elle est véritablement ailleurs, et savoir comment, d'un point de vue stratégique, je vais m'adapter et surtout adapter mon entreprise. Ici, nous, on aime bien parler aux entreprises, hein, pas seulement pas seulement aux indépendants. Au passage, je vois Sylvain Montmaury qui nous rejoint aussi et que l'on salue et qui est aussi très largement intéressé par ce sujet du marketing éthique. Alors, Ouais, j'ai d'ailleurs son bouquin qui est juste à côté, tu vois, dans ouais, ma petite pile qui est ici. Regarde, hop, il est là. alors là, on voit pas parce que c'est flouté, mais non, on voit pas, c'est flouté. Là, on voit Voilà, toujours pas, c'est flouté. Voilà, non, c'est flouté, ça voit pas. voilà, Voilà, Sylvain Montmory. voilà, très bien, très bien. Les bouquins de Sylvain. Et puis, tu nous remontreras le tien d'ailleurs d'ici peu. C'est la troisième, quatrième édition? Troisième édition, en fait. Parce Troisième qu'en fait, édition. bah, tu sais, comme moi, Ok. le marketing évolue énormément et le contexte économique évolue et aussi bah, les innovations technologiques. Et ça, un bouquin comme le Gros Hacking qui est comme assez technique, tu sais, c'est pas un bouquin sur la Oui, stratégie, et ben forcément, ça devient obsolète assez rapidement. C'est pour ça que, ben, grosso modo, tous les 2 ans, ouais, on est obligé d'en sortir une nouvelle édition. voilà. Et c'est pour ça qu'ici, on va justement parler de stratégie, parce que ça sera pas obsolète, parce que c'est justement ce qui intéresse tout le Mais, monde. Avant d'aller cliquer à droite et à gauche, peut-être savoir pourquoi on met sa souris ici ou là. bah ouais. Alors, ce bouquin, d'ailleurs, ça a été un gros succès de librairie, hein, 10 000 exemplaires. Je Mhm. rappelle pour les auditeurs qui ne savent pas, un bouquin qui, dans le B2B, hein, qui se vend à 1000 exemplaires, c'est un best-seller. Donc 10 000 exemplaires, c'est 10 fois un best-seller. Mhm. Donc bravo. On Bah, peut il y a peut-être mon se boss qui a féliciter. réussi à faire autant, je pense, mais il y en a pas beaucoup. Ou alors des bouquins comme celui de Caroline Mignot ou Olivier Ouais, Roland, etc., qui sont un peu plus larges et qui vont sur la thématique un peu plus perso. Mais c'est vrai que les bouquins techniques, t'en vends pas ouais, des centaines. Et ouais. c'est vrai que même moi, tu vois, je vois bien les ventes en librairie comme diminuer un petit peu. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que, ben pas pour notre bouquin à nous, mais pour les ventes de bouquins audio, ça progresse. Et moi, je suis devenu un vrai fan de bouquins audio. Et j'espère avoir une version audio du Gros Hacking pour bah, la fin d'année ou début d'année prochaine. D'accord. Bah, tu pourras toujours demander à notre book LM, il sait faire, et il n'y a pas besoin il y a même pas besoin de l'entraîner. Mais là, Alors, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que toi, tu parlais des stratégies qui sont importantes et pas des astuces. Justement, dans les astuces que j'ai citées, dans la mini-formation vidéo associée au bouquin, je parlais de Notebook LM qui permettait de créer en fait un podcast à partir d'un PDF, d'un site, d'un article de blog. Et ça, cette fonction, elle a disparu la semaine dernière. Pam! Du jour au lendemain. C'est pour ça, comme tu disais, il faut pas rester ouais, que dans toutes les astuces.
il faut aussi aller un petit peu sur la réflexion. Ouais, absolument. Les outils sont vite obsolètes. C'est d'ailleurs ce que nous dit Loïc avec ton fond flou, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est juste une anecdote. Et d'ailleurs, on en profite pour saluer Fabrice, Gaël, Jacques, qui nous ont rejoints également. Et je vous invite à poser vos questions, n'hésitez pas, sur cette approche du growth hacking éthique. Alors, d'abord, cette vision du growth hacking, comme c'est la 3e édition, elle a évolué au fil du temps, hein, je suppose. Ta vision a évolué au fil du temps. Vas-y, explique-nous comment tu as pu faire évoluer cette vision et surtout à l'aune de ce nouveau livre que tu as écrit sur la déconsommation, parce que growth hacking et déconsommation, va falloir m'expliquer comment c'est compatible. Je veux bien qu'il y ait une petite astérix, mais Bah oui, parce que growth, ça veut dire croissance et déconsommation, ça veut dire l'inverse. Alors, ce qui se passe, c'est que pour moi, il y a 2 choses. Il y a la première chose, en fait, qui est l'aspect difficulté du contexte économique actuel, qui va faire qu'en fait, on va pas pouvoir faire le marketing qu'on faisait actuellement. Donc, les grosses actions, les plans à long terme, etc., c'est plus exactement ça. On est plutôt sur des actions court terme qui apportent un ROI rapide. Et ça, en fait, c'est tout à fait l'esprit du growth hacking, puisque à la base, qu'est-ce que c'est? Ce sont les startups de la Silicon Valley qui ont essayé de trouver des méthodes qui permettent d'aller chercher de la croissance et leur slogan est simple, c'est vivre ou mourir. Et donc, en fait, ils étaient tout à fait dans le contexte actuel. Et là, ce contexte où tu dois vraiment être sur le fil du rasoir et tu dois avoir des résultats assez rapides, néanmoins avec une croissance durable, là, c'est important. Donc ça, c'est quelque chose qui est On y reviendra d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit teasing, c'est qu'on reviendra tout à l'heure sur quelques anecdotes, parce que ça, c'est pas très connu, notamment de quelques startups ou sociétés naissantes françaises ou américaines qui se sont servis de ces techniques légèrement borderline ou voire même carrément borderline. On y reviendra tout à l'heure, c'est des choses qui sont pas forcément connues de tous. Alors, comment cette vision a-t-elle évolué pour toi? Donc comment ça peut être compatible? Alors en fait, tout simplement, après, c'est cette deuxième chose qui est que dans un monde où tu vas avoir une réduction de la consommation, on le voit déjà actuellement avec une réduction de la croissance, ralentissement, et ben en fait, il va falloir faire plus avec moins, voire beaucoup plus avec beaucoup moins. Et donc, en fait, le growth hacking, c'est ça, c'est utiliser des outils et des méthodes qui sont plutôt low cost, qui sont vraiment en méthode agile, parce que les startups de la Silicon Valley, au début, c'est ça, c'est des boîtes informatiques qui ont utilisé les méthodes de développement agile avec des cycles de réflexion très courts, une analyse de la rentabilité, etc., et qui l'ont appliqué au marketing. Et ça qui a été la grosse révolution, c'est qu'on n'était plus sur des plans marketing à 1 an, mais on était sur des itérations, grosso modo à 3 mois, avec une analyse très précise de où agir en priorité, parce que le principe c'est tu agis bien au bon moment, enfin tu agis suffisamment bien, suffisamment longtemps sur un certain nombre de choses et tu atteins le succès. C'est comme par exemple améliorer tes produits. Si tu améliores tes produits, si tu écoutes régulièrement tes clients et que tu mets en place une boucle vertueuse d'amélioration, bah, tes produits vont s'améliorer. C'est pour ça que généralement en growth hacking, on préconise de proposer son produit le plus rapidement possible à ses clients pour ça augmente. Alors en revanche, ça c'est une chose, l'éthique, il y a 2 choses quand tu dis éthique, il y a l'éthique en termes décroissance des consommations où il faut essayer d'avoir moins d'impact, utiliser des outils plus low cost. Tu vois, par exemple, notre ami Loïc et même toi, vous utilisez un matériel qui est très low cost pour faire des émissions qui sont de super qualité. Ben, parfois, on peut se dire, on fait ça. Moi, par exemple, tu vois, chaque année, on fait le CX Summit avec Eloquent. On est dans un studio télé. On a vraiment une équipe de réalisateurs, etc. C'est plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Et ben, en fait, tu vois que toi, tu arrives quand même à faire un résultat qui est super Donc, pro. il faudra expliquer à Eloquent comment faire appel à Loïc Simon et à moi-même. Et on pourra leur faire économiser de l'argent et en même temps, ça nous en rapportera un petit peu. Voilà. Alors, donc finalement, le growth hacking éthique, c'est plutôt que de faire baisser le salaire de Frédéric Canvet, on va chercher Frédéric Canvet pour qu'il utilise des méthodes low cost pour faire plus. Mais c'est toujours plus, ça. Alors, c'est pas de la déconsommation, si j'ai bien compris. Alors, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est se dire qu'il faut essayer de faire moins et mieux. C'est aussi l'autre point. Enfin, moi, c'est ma philosophie à moi. Et ça a vraiment évolué entre le début où on était vraiment sur un aspect de masse. Et c'est vrai que tu m'aurais dit ça, la première édition du bouquin, c'est allez hop, t'envoies des messages, tu fais grossir ton réseau. Là, en fait, on voit bien qu'avec la saturation des contenus, tu peux plus faire ça. Tu peux plus envoyer en masse des directs messages sur LinkedIn. C'est ce que je faisais parce que les résultats, en fait, c'est plus efficace. Moi, maintenant, je cible exactement les bonnes personnes. Par exemple, tu vois, j'ai 30 et quelques mille contacts sur LinkedIn. Quand j'envoie pour notre fameux CX Summit un message,
message, je sélectionne à peu près 2500 personnes, pas beaucoup plus, et à qui j'envoie un message qui est très précis en disant tiens voilà, pour votre secteur d'activité c'est intéressant. On le fait la même chose dans le secteur des assurances mutuelles, on dit tiens on va organiser une matinale, un webinaire, on a fait aussi également pour le retail, on va cibler les bonnes personnes, c'est-à-dire qu'avec des outils de gros hacking, on ajoute les bonnes personnes. On a un taux d'acceptation qui est plus ou moins important, généralement 50% au moins. Et ensuite, derrière, tu vas envoyer un message. Et c'est vrai qu'il faut aussi capitaliser et être un peu intelligent parce que tu peux plus faire comme les autres. C'est ce que je disais, le marketing de papa, ça devient compliqué. Là, par exemple, avec ce fameux CX Summit, donc il y a moi avec mon réseau, mais je vais aussi animer le compte de nos 8 commerciaux. Et avec ces 8 commerciaux-là, chacun a un secteur d'activité, le transport, la mutuelle, le machin, etc., etc. Et donc, moi, j'ajoute des contacts à ces personnes-là. Ensuite, lorsqu'on fait un événement, j'utilise leur compte pour envoyer un direct message à un ciblage précis. Et j'y passe du temps. Avant, j'aurais dit, on balance tout. Maintenant, je regarde vraiment les bonnes personnes pour que c'est vraiment d'efficacité. Bon, après aussi, c'est comme tout, tu as une contrainte externe, comme la déconsommation, tu as des contraintes externes et les contraintes internes. Les contraintes internes, c'est, voilà, je veux faire un ciblage. Contrainte externe, c'est LinkedIn t'impose en fait d'envoyer de 100 à 150 messages maximum par jour. Et il faut surtout pas dépasser parce qu'autrement, tu peux avoir ton compte suspendu, tes liens ne fonctionnent plus et voilà. Donc il faut le faire assez intelligemment et comme on le dit aussi en termes de gros hacking, c'est se concentrer sur ce qui a vraiment d'impact et qui va avoir d'efficacité maximale. On y reviendra parce que c'est un des points sur lesquels tu insistes dans ton bouquin, c'est que oui, c'est fabuleux, mais c'est quand même pas miraculeux, ça demande du boulot. Oui. Et quand on sait comment tu travailles, à la vitesse à laquelle tu travailles, on y reviendra parce que c'est pas forcément à la portée de tout le monde, notamment dans les entreprises où on a tendance, surtout en France, à travailler très lentement. Pas toujours. En fait, justement, et c'est ça l'intérêt, c'est que je trouve que l'IA a mis à disposition de tout le monde énormément de compétences et de contenu. Un exemple, là par exemple, on a fait un salon, c'était le salon Réavi. Donc en fait, c'est un salon sur les assureurs. Et il y avait beaucoup de personnes. Sur leur site internet, il y avait la liste de tous les gens qui ont participé. Il y a 2-3 ans de ça, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais utilisé un outil de scrapping. Tu aurais dit, tiens, je vais récupérer. Il n'y a pas de coordonnées personnelles, il y a juste le nom des personnes. J'aurais été récupérer le nom des personnes. J'aurais fait mon truc, ça aurait été un peu compliqué. Là, maintenant, avec l'IA, tu prends ChatGPT, tu prends le GPT Scrapper et tu lui dis, va sur telle page, récupère-moi les coordonnées, fais les pages suivantes. Et il va te récupérer tout ça, il va te faire un fichier. Après, ces personnes-là, tu les ajoutes sur LinkedIn. Là, en l'occurrence, on l'a sous-traité à une alternante qui utilise le compte LinkedIn pour ajouter les personnes. Et voilà. Autre point, et ça c'est encore plus pratique, c'est l'IA te donne des possibilités que tu n'avais pas auparavant. Par exemple, comme je dis, dans cet aspect moins et mieux, on a décidé d'aller segmenter encore plus notre base CRM. Et donc en fait, on avait bien sûr des comptes qui étaient segmentés par secteur d'activité, on en a une quinzaine. Et c'est vrai que auparavant, tu dis, il faut séréniser ma base, il faut ensuite vérifier que ça va, etc., etc. Ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai demandé à Mistral, j'ai pris la base de tous les comptes, encore une fois, pas des données personnelles, je prends la base de tous les comptes, je les envoie à Mistral et je lui dis, tiens, voilà mes différents secteurs d'activité, il y a banque, mutuelle, assurance, il y a machin, classe-les-moi. Et donc, en fait, avec Mistral, pour aller quelques centimes d'euros, je pense que ça a coûté 2-3 euros, et en fait, il m'a identifié quel est le bon secteur d'activité de ces entreprises, avec bien sûr des erreurs, c'est pas parfait, c'est parfait à 90% à peu près, parce que tout ce qui est sigle, petite boîte, il n'arrive pas à le faire, mais il a quand même réussi à sérétiser ça, ce qui fait qu'à partir de ça, tu peux aller lancer des opérations segmentées, sectorielles dans ton CRM. Et ça, c'était très compliqué à faire, c'était très long, et là, avec de l'astuce, de l'IA, et moi j'appelle ça du gros hacking, finalement, tu arrives à faire des choses beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus simplement. Non, très bien. Il n'y a plus qu'à espérer que Mistral n'envoie pas tes listes de clients à quelqu'un d'autre, mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors, revenons sur cette histoire de growth hacking. Tu dis, je te cite à la page 11, le growth hacking a parfois mauvaise réputation. On revient sur notre gros saccage. Mais rassurez-vous, avec ce livre, vous n'allez pas basculer du côté obscur de la force. Alors, c'est quoi le côté obscur de la force? Alors, déjà, je dirais une première chose, c'est que le gros hacking, c'est comme les vaccins, il y a un bénéfice-risque. C'est-à-dire que si tu restes bien sûr dans les choses les plus légales, t'as aucun problème. Mais plus tu vas aller sur des choses un peu plus compliquées, complexes, nuancées, tu peux avoir des problèmes. Donc en fait, il faut se dire que c'est pas parce que tu peux le faire que c'est faisable. Et ça, par exemple, il y a un truc très simple. Si tu tapes dans Google, directeur commercial,
.gmail, tu as la liste en fait des emails Gmail des directeurs commerciaux qui sortent de LinkedIn. Tu peux même voir pour certains d'entre eux des numéros de téléphone. Ça, c'est disponible. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Et même au contraire, ce sont des données personnelles, ce sont des données de téléphone et d'email qu'il ne faut surtout pas prendre parce que c'est des données qui sont personnelles. Donc voilà, je distinguerai en fait 3 niveaux en fait de gros hacking. Le premier, et le plus simple, c'est le white hat, un peu comme en SEO. C'est des tactiques tout à fait légales. Et c'est et à cela, en fait, je vous donnerai une métaphore assez simple. C'est comme lors du saut en hauteur. Le saut en hauteur classique, c'est les gens jusqu'aux années 50. En fait, ils sautaient de manière traditionnelle. Et puis tout d'un coup, il y a merde, je sais plus comment il s'appelle, le sauteur en hauteur qui a inventé le saut en arrière. Et en fait, tout le monde, le Fosbury Flop, voilà. Fosbury, et en fait, il a gagné plusieurs médailles aux Jeux Olympiques parce qu'il a changé les méthodes. Et ça, en fait, c'est ça le white hat growth hacking, c'est utiliser des méthodes agiles. Et en particulier, l'analyse de son cycle d'activité avec les méthodes AR, c'est-à-dire qu'on va voir dans son cycle de vente où agir en priorité, l'acquisition, l'activation, la rétention, la recommandation et l'augmentation du revenu. Donc, tu choisis ça. C'est une analyse qui est pas géniale. Je trouve qu'elle est pas hyper complète au niveau des cycles de vente, mais ça suffit. Ça, c'est le white hat. Ensuite, tu as le grey hat. Le grey hat, c'est des choses qui sont, on va dire que c'est sur la ligne jaune, la ligne blanche, c'est pas tout à fait autorisé, mais c'est pas non plus tout à fait légal. Un exemple simple, c'est ces fameuses actions automatisables qu'on peut faire sur LinkedIn. C'est interdit par LinkedIn. C'est totalement interdit et on peut avoir son compte suspendu. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir mon compte suspendu. Et même, j'ai eu quelque chose d'horrible, tu vois, mais vraiment horrible. J'avais créé 2 comptes parce qu'en fait, traditionnellement, j'ai le compte marketing et j'avais mon compte relation client, expérience client. Et pour moi, c'est 2 comptes séparés. J'avais vraiment 2 activités, éloquent et conseil marketing, éloquent relation client, conseil marketing, marketing. Et donc, en fait, j'avais créé un compte. Le compte éloquent, il avait genre 15-20 000 personnes, hyper centré. Et puis tout d'un coup, j'ai été dénoncé par quelqu'un qui a dit « Hey !» qui a me dénoncé à LinkedIn, t'as pas le droit d'avoir 2 comptes. Quand tu es une personne, t'as le droit qu'un seul compte. Et donc, du jour au lendemain, bam, mon compte LinkedIn éloquent a disparu. Donc, je me suis retrouvé avec mon compte classique à moi. Donc, j'ai dû réaugmenter le nombre de contacts. Pour ça, je suis arrivé à 30 000. Mais j'ai perdu des semaines et des mois de travail. Donc, c'est vraiment, faut faire vraiment très attention. Quand on veut aller trop vite, voilà ce qui se passe. Et alors là, je sais pas si c'est toi, on va avoir un cas concret là. En attendant de répondre à la question de Fadila qui est intéressante. On a une certaine Lamia Taek. Alors, je suis allé vérifier parce que Lamia Taek, je ne connaissais pas. Elle est à Dubaï. C'est peut-être une influenceuse de la télé-réalité, je ne sais pas. Elle fait de la customer experience et elle nous dit qu'elle commence à en avoir ras-le-bol de recevoir des invitations aux événements. Et comme elle n'est pas dans mon réseau, c'est pas moi qui l'ai invitée. Alors, ça, c'est peut-être moi. Est-ce que c'est le côté obscur de la force, ça? Alors ça, justement, quand on fait ça, ça ne marche plus. En fait, c'est comme tu le disais, ces techniques-là de gros hacking, au bout d'un moment, elles s'usent. Quand tu reçois 50 messages en cold email, c'est-à-dire des messages non sollicités ou des gens qui t'envoient un message disant tiens, bonjour Yann, vous êtes une agence de marketing, vous aurez bien tel truc. J'ai remarqué que vous utilisiez LinkedIn, oui. Voilà. Et d'autres personnes qui t'envoient des direct messages. En fait, à un moment donné, tu vas dire non mais arrêtez de me faire chier. C'est pour ça qu'en fait, il faut aller au-delà de ça, au-delà des méthodes bourrin. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de créer du lien de plusieurs manières. La première, en fait, c'est simple, c'est je publie tous les jours du contenu à valeur ajoutée qui permet en fait de montrer mon expertise. Je viens pas comme un bourrin qui met le pied dans la porte, un commercial de base et qui essaye de vendre un aspirateur. Déjà, j'essaye d'utiliser les fameuses techniques d'inbound marketing en ayant de la valeur ajoutée, en ayant une reconnaissance auprès de mon secteur. Par exemple, j'ai fait des gros efforts au niveau des interviews des influenceurs et experts de la relation client pendant à peu près 2 ans, avec une interview à peu près toutes les semaines ou tous les 2 semaines max, avec quelqu'un qui était reconnu pour gagner en visibilité. Et je publie aussi du contenu à valeur ajoutée, etc. L'autre point après, c'est créer du lien, créer du relationnel. Par exemple, tous les jours, en fait, je souhaite, je te dirais que c'est pas tout à fait je souhaite les anniversaires de mon réseau. Et donc, en fait, ça permet de créer du lien et d'avoir une communication qui est pas uniquement, commerciale. Alors, quand je te dis c'est pas tout à fait puisqu'en fait, c'est mon assistante Sabrina à qui j'ai délégué l'usage de mon compte, qui envoie manuellement tous les jours
un message aux personnes comme ça en disant joyeux anniversaire, joyeux anniversaire professionnel. Mais il faut profiter de ces moments-là pour créer du lien et aller plus loin. Tu vois, pour l'instant, je souhaite juste ça et je me dis non mais Fred, c'est des moments de vie qui sont importants. Ouais. Et c'est là, en fait, qu'il faut faire la différence. Et là, Alors tu vois, sans j'ai lu vouloir être désagréable, de temps en temps, elle se lâche un peu dans des commentaires incompréhensibles aussi, hein. Et d'ailleurs, elle se fait latter l'autre jour par Philippe de Liège à juste titre, qui lui a fait remarquer que, enfin, il te disait que tu rentrais dans un pod. Alors, il faut faire vraiment attention à ces techniques qui sont borderline, hein, comme tu dis. Il faut faire très très attention. il faut vraiment Il faire le faut, bénéfice-risque. voilà, il faut être actif, il faut être ingénieux. Bah oui, mais enfin, il faut peut-être pas non plus y aller trop. Alors, revenons à cette question de Alors, Fadila, ouais, je vais juste elle le dernier. a qui Alors, le était dernier niveau, intéressant. le dernier niveau, c'était le Black Hat Cross Hacking. C'est ce qui est totalement interdit. Et ça, bien sûr, dans le bouquin, je me refuse de faire ce genre de truc-là. Des choses qui sont interdites, par exemple, un hack qui a tourné pas mal et qui, je trouve, pour moi, n'est pas éthique. C'est les gens, en fait, qui vont créer un faux compte LinkedIn au nom d'une entreprise. Par exemple, je dis, tiens, je suis Fred Canvet, mais où je crée un faux nom, je me mets salarié d'une entreprise, donc par exemple Visionary Marketing, je vais Mmh. sur Sales Navigator et je dis bah tiens je veux la liste des entreprises, enfin des personnes qui suivent ma page entreprise. Et avec ça j'aurai Mmh. la liste des gens qui suivent toute ton entreprise. Et ça pour moi c'est illégal parce que c'est de l'usurpation d'identité. Tu utilises une fausse identité. Et pourtant c'est des hacks qui sont souvent présentés. C'est pareil aussi les gens qui disent bah tiens je veux aller récupérer des adresses email professionnelles de gens avec qui je ne suis pas en relation. Moi de mon côté je me refuse de faire ça. Je le fais uniquement avec des personnes qui sont dans mon réseau contact numéro 1 en me disant bah tiens si on est en contact numéro 1 je peux me permettre de lui envoyer un email professionnel en disant tiens voilà on est en contact ensemble sur LinkedIn, je permets de t'envoyer un email mais pas de manière masse, de manière vraiment ciblée, tiens voilà on est en contact ensemble. Par contre je me refuse aussi d'une chose, c'est d'utiliser les numéros de téléphone mobile de LinkedIn qui sont en fait disponibles sur la plateforme. Ça aussi, c'est des choses interdites. Un autre exemple, tu as aussi des applications, des plugins Chrome qui permettent en fait d'aller scanner des profils LinkedIn et récupérer leur numéro de téléphone mobile. Là, je me suis amusé il y a pas très longtemps, justement, avec des petits élèves quand j'étais prof en école de commerce. J'avais dit, bah tiens, donnez-moi le nom d'une personne et on va faire un canular téléphonique. Donc, en Mmh. fait, je sais plus ce que j'avais fait. J'avais pris le directeur de la, du pôle marketing. J'ai dit, tiens, Oui. on va l'appeler au téléphone. Et on avait bien sûr détecté son numéro de téléphone. On avait fait un test aussi, je crois, c'était avec un influenceur, je sais plus, un influenceur connu sur YouTube. On dit tiens, bah, est-ce que on pourrait avoir son numéro de téléphone? Et on a eu un numéro de téléphone et on est tombé sur un répondeur qui était de ces personnes-là. Mmh. Donc voilà, moi ça je refuse de le faire parce qu'en fait ce sont des emails et des numéros OK. de téléphone souvent personnels. Accordé. Bon, il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire et quand on met le pied en touche, on se fait, blacklister et c'est bien normal. Alors revenons maintenant, s'il te plaît, à la question de Fadila qui demande sur la méthode éthique et pas la méthode non éthique, mais tu Mmh. disais, voilà, avec les outils, si je résume, les outils de LLM, on arrive, à faire des tris sur les données et arriver à créer des tableaux qui nous permettent de faire gagner un petit peu de temps. On va revenir là-dessus, mais bon, ça fait gagner un petit peu de temps, ça fait pas non plus, ça ne moue pas le café pour vous. Et la question qui vient de Fadila, c'est quel est le ratio de réponse et de conversion? Ça, c'est intéressant. Alors, Est-ce que c'est meilleur? alors en fait, pour donner un chiffre qui est hyper parlant, c'est qu'on a plus de 20% des inscrits à notre CX Summit, dont 1100 inscrits, 1200 inscrits, je crois, cette année, qui viennent de LinkedIn. Et c'est du bon profil parce qu'en fait, moi, ce qui compte, grosso modo, j'ai estimé à 15 000 personnes qui comptaient dans mon secteur d'activité. Et voilà, le but, c'est de fédérer cette communauté, être reconnu et être connu. Et après, les inviter à des webinaires. Si tu les invites à des webinaires ou des salons, par exemple, là, on a le salon All for Customers. Je pense, Yann, tu seras encore présent comme chaque année. Et ben, en fait, là, le but, c'est de dire, tiens, on se retrouve sur le salon, il y a une conférence où on a un petit cadeau pour vous ou des choses comme ça. Donc, en fait, ce canal-là n'est pas négligeable. Et je pense qu'il faut de plus en plus penser omnicanal parce que, moi, je vois bien la saturation des emails. La saturation des emails, elle est terrible. Tu as des taux d'ouverture qui sont en chute libre. Les taux de présentiel sur les webinaires, on était à 35%
il y a 3-4 ans. Maintenant, on est 27, 28, max 30%. Les replays, c'était 15%. Maintenant, on est plutôt sur 12. Donc, en fait, tu peux plus te permettre d'avoir juste un seul canal ou d'avoir juste un moyen de communiquer. Donc, il faut diversifier. Et le présentiel fonctionne également pas mal aussi. Donc, ça oblige à effectivement développer des techniques un petit peu plus pointues. Ceci étant, comme le fait remarquer Philippe de Liège à juste titre, quand on souhaite bon anniversaire à quelqu'un, c'est qu'on le pense. Si je souhaite, au passage d'ailleurs, tu as oublié Fadila Brahimi, donc elle n'est pas très contente, donc il faudra que tu la rappelles. Fadila, bon anniversaire. Bon anniversaire. Si tu souhaites bon anniversaire à Fadila, il faut que tu y penses, parce que tu penses sérieusement. Si tu penses que non, elle le mérite pas. Et c'est pour ça justement que quand je fais un anniversaire, en fait, c'est mon assistante qui fait le premier message, mais c'est toujours moi qui fais le deuxième. Toujours. Et ça évite justement ces problèmes de et ça arrive souvent quand vous j'espère que vous allez bien machin et les gens qui disent mais comment ça se fait que tu vous vois maintenant. Et c'est vrai que la première année quand on faisait ces envois via LinkedIn par rapport aux commerciaux, au début on balançait, ils me disaient tiens envoie-moi sur tous les contacts qui ont telle profession. Et puis les gens disaient mais pourquoi tu me vous vois, on se connaît depuis longtemps. Maintenant moi je fais du micro ciblé et je vais un par un, c'est-à-dire que quand j'envoie quand je te dis à 2500 que j'envoie personne, il y en a des commerciaux il y a 200 personnes, hein. D'autres commerciaux, on a 500. En plus, il y a un dédoublonnage pour éviter de saturer les audiences, etc. Mais je les sélectionne un par un. Donc, en fait, alors par exemple, le message, en fait, voilà. Moi aussi, je les sélectionne un par un. J'ai fait, pour répondre à Philippe, j'ai fait ce genre de choses aussi avec des invitations à des webinaires, et c'était pour apporter un contenu, c'était pas pour bourriner. Et quand je sous-traitais l'invitation à quelqu'un qui ne connaissait pas la personne, même en utilisant mon compte, le résultat était triple zéro. Ça ne marchait pas. D'ailleurs, j'ai fait arrêter ça parce que c'était du bourrinage. Parce que forcément, comme ils connaissent pas les gens, ils bourrinent. C'est pas que c'est des mauvais employés, c'est qu'ils sont. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Il faut savoir. Il faut connaître les gens. Ouais. Il faut connaître ou s'intéresser aux gens, d'ailleurs. Ça peut être s'intéresser. Hein. Ouais, par exemple, tu vois là, pour les vœux de bonne année. Les vœux de bonne année, tu peux très bien envoyer un SMS comme d'habitude, tu peux envoyer un email, etc. Moi, chaque année, la nuit de Noël, enfin la nuit du 1er plutôt, je passe à peu près 1h, 1h15, je crois que je dû passer 1h30 cette année, à envoyer un message vocal spécifique à chacune des personnes. Ce qui me permet, quand il y a des contacts perso, mais des contacts pro aussi, d'avoir un message personnalisé et vraiment orienté vers la personne avec ma voix. Il y a des gens qui m'ont dit, mais comment t'as fait pour automatiser ce truc-là? Je dis, non, c'est pas de l'automatisation, c'est vraiment moi qui envoie un message et c'est ça qui permet de créer du lien. Et grâce à ça, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit ah tiens en fait comment ça va ton bouquin, tiens qu'est-ce que je peux faire pour toi, etc. Et j'ai plusieurs trucs qui sont programmés à ce niveau-là quoi. Ouais, bien sûr c'est la meilleure méthode. Toujours utiliser ça, on envoie les messages un par un, ça alors par SMS, plus de boulot. C'est pas du LinkedIn, mais on peut le faire. Il y a des automatisations qui permettent de le faire. Moi, je le fais en un par un. C'est peut-être moins systématique, c'est peut-être moins extraordinaire, mais c'est peut-être plus humain. Et après tout, on n'a pas besoin de 100 milliards de personnes. Alors justement, rebondissons sur la question de Loïc Simon. Que pensez-vous des méthodes de Yomi Denzel, dont je ne connais rien? Ah, il est connu, il est beaucoup dans le dropshipping et tout ça, à gagner de l'argent. Ah d'accord, ok, laisse tomber alors. Bon, ça c'est le côté obscur de la force. Pour réunir plus de 90 000 personnes. Bon, la minute d'après, on va parler d'Oussama Hamar. Allez, on oublie. Il est avec lui, ils sont ensemble. Hop, d'accord, je m'en doutais. Donc là, clairement, on va mettre ces gens-là dans le comment dire, dans le côté obscur de la force. Après, je dirais, il y a toujours des gens pour s'émerveiller, des escrocs qui arrivent à rassembler beaucoup de gens. C'est vrai que Bernard Tapie était génial. C'était un escroc. Bon, c'était un escroc génial. Voilà, mais les escrocs un sont gentil voleur, géniaux. Comme on dit dans Robert Cialdini, c'est les gentils voleurs. Ça, je sais pas, mais escrocs, enfin, ça, c'est sûr. ils ont il disait en fait qu'il y a des gens qui sont sympathiques et comme ils ont un capital sympathie, c'est pas très grave si ils sont voilà. Ouais. Alors Gaël nous dit l'humain reste donc indispensable sur l'IA. J'ai cette philosophie aussi.
bah, on est rassuré. Gaël, tu es la seule, mais c'est bien. Alors en fait, pour moi, il faut un bon dosage, parce qu'en fait, on a déjà discuté là-dessus, Yann, des dizaines de fois. L'IA ne remplacera pas l'humain, mais c'est l'humain qui sait se servir de l'IA qui remplacera ceux qui ne savent pas s'en servir. Donc il faut avoir une bonne connaissance, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et ça c'est important parce que tu vois, là j'ai travaillé avec Smart Tribune, qui est une petite startup qui est sur les bots, et on a fait un événement commun avec une autre boîte dans le retail. Donc, on a fait venir des personnes. Il a fallu vraiment chercher chaque personne par la peau des fesses. Et il a fallu utiliser notre réseau. Il a vraiment fallu les chercher un par un, utiliser l'omnicanal de LinkedIn, etc. Et comme tu l'as dit, quand tu connais pas les gens, ils viennent pas. Par contre, qu'ils ont entendu un peu parler de toi, c'était créé du lien, ça marche. Mais donc, ce qui était intéressant, c'est que on travaille avec donc 3 partenaires, Apizzi, Smart Tribune et puis nous-mêmes. Et donc en fait, on a réalisé un livre blanc suite à cette conférence. On a fait une étude qui était faite avec OpinionWay, donc c'était 1000 balles la question, même plus de 1000 balles. C'était vraiment une belle étude, 1000 personnes, etc. Et on a fait un livre blanc. Et puis à un moment donné, les personnes avec qui on travaillait, elles nous ont sorti un truc. On se disait waouh. Mais dis donc, vous avez fait vite pour faire tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était écrit avec l'IA. Et c'est vrai que le début était vraiment bien, mais par contre, à un moment donné, je me dis mais merde, mais c'est quoi cette soupe? J'ai dit, enfin, j'ai pas dit exactement ça, mais je me suis dit mais waouh, c'est écrit avec l'IA, c'est de la soupe. Et moi j'ai dit mais non, on va sabrer cette partie-là parce que ça se voit trop que c'est de l'IA, avec des textes, avec les majuscules, avec tu sais le petit texte et ensuite 2 points et le texte derrière qui est fait de ChatGPT à fond. Donc en fait, l'IA est utile, mais il faut le faire avec raison. Ça va pas vous remplacer. Ouais. C'est comme pour le copywriting. Le copywriting, l'IA, il permet de faire des choses vraiment très sympas. Et moi, des fois, sincèrement, ça me sert de base de travail, ou lorsque je veux vraiment pas me faire chier vraiment, quand j'ai un webinaire avec un partenaire, des choses comme ça, et je me dis, bah tiens, je vais prendre le texte, et je dis à ChatGPT, je me suis même fait un petit GPTs, en disant, GPT, c'est un assistant préparamétré avec une mission qu'il doit faire, en lui disant, bah, crée-moi un post LinkedIn en mode conversationnel pour ça, et puis il me fait un truc qui est pas mal. Alors, c'est pas le meilleur truc de la Terre, mais ça suffit vraiment à faire le job de Ouais, base. pour les posts LinkedIn, c'est plutôt pas mal. Je dois avouer humblement que je l'utilise aussi, à condition qu'ils reprennent les termes de mon article. Donc, dans tous les cas, ça n'est jamais que de la reformulation, et pour ça, ils sont très très forts. Ouais, et puis moi, Pour le reste, 90% de mes posts est manuel, hein. Je ne copie-colle quasiment pas. Mais sincèrement, il peut y avoir des trucs très sympas. Par exemple, pour mes articles de blog, je sais que toi, Yann, c'est 100% naturel, 100% humain. Des fois, sincèrement, pour les termes génériques, Claude, moi j'aime beaucoup Claude. Je trouve que ChatGPT est moins bon un peu sur les termes. Claude est très bien pour faire des définitions. Toi, j'ai fait pour manipuler les données aussi, il est très très ouais. bien. Il est bien meilleur que les autres. Ouais, et bah tu vois, Claude, en fait, je l'ai utilisé parce que j'ai fait un webinaire, enfin j'ai fait une interview sur l'IA avec un consultant qui est spécialisé dans les nouvelles technologies. Et donc en fait, donc moi j'ai utilisé Claude pour faire un petit résumé du texte parce que j'ai pris la transcription de notre vidéo sur YouTube, copier-coller dans Claude et dans le ChatGPT. Je trouve Claude était plus sympa. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que dedans, j'avais parlé d'une chose que j'avais pas développée, la charte relationnelle. Et c'est vrai que la charte relationnelle, c'est un concept assez bateau, mais je me dis, merde, je vais quand même pas réécrire un texte sur la charte relationnelle. J'ai dit, Claude, décris-moi ce que c'est la charte relationnelle dans la relation client. Il m'a sorti un truc qui était pas génial, mais qui était bien à 60%. J'ai réécrit ça, j'ai donné mes exemples, ça faisait le job. Après, j'ai utilisé un autre truc qui est vraiment bien, c'est Opus Clip, qui permet, comme toi, notre vidéo, je pense que, je sais pas si toi ou moi on va l'utiliser, mais en tout cas, moi j'utilise Opus Clip qui va Oui, bien prendre sûr, des Opus extraits. Clip, ça je l'utilise parce qu'il n'y a pas de problème. C'est basé sur un contenu qu'on aura créé nous-mêmes. Donc, il ne va rien inventer. Par contre, d'avoir, et c'est la raison pour laquelle on a créé humansubstance.com, d'écrire un article sur ce que tu veux, on s'en fout, un truc générique, alors qu'il y a 3 milliards de gens qui peuvent écrire la même chose en utilisant le même outil ou un autre. Donc, c'est la question, elle n'est pas tellement de savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. La question, c'est de savoir à quoi ça sert. Et la réponse, c'est à rien. Donc, il vaut mieux éviter ce genre de choses. Moi, je vais revenir sur les questions parce qu'il y a beaucoup de questions intéressantes. Alors, si tu me permets, comme on est plutôt dans les temps, ce qui est quand même un exploit pour toi. Non, je plaisante. C'est vrai. Fadila nous dit, pour info, je pressens les messages automatisés et rédigés par IA, trop lisses pour y répondre. Oui, je pense qu'elle a bien raison. D'ailleurs, on les voit tout de suite arriver, ceux-là. C'est pour ça qu'il faut éviter
ce genre de choses standardisées et surtout faussement personnalisées. Fadila, je vois que vous êtes une experte en RH, etc., etc. On sent immédiatement l'hameçon quoi derrière qui est vraiment pourri quoi. Donc il vaut mieux éviter ce genre de choses. Olivier nous dit qu'il faut un mix, et ça répond aussi à ce que disait Gaël tout à l'heure, un mix humain est la solution optimale. Quoi. Je suppose que ce qu'il veut dire, c'est mélanger l'humain et la machine. Oui, la machine peut un effectivement exemple suggérer. super concret. Ouais. Tu Voilà. vois, j'ai découvert un petit outil il y a pas longtemps. C'est l'outil qui s'appelle Guide. Guide, c'est Guide, mais avec 2D. Guide-E. Et en fait, Guide, il te permet de faire des tutos avec l'IA. C'est-à-dire que moi, tu vois, je fais beaucoup de tutos. Et en fait, à chaque fois, tu sais, il faut mettre en gras, en italique, enfin, souligné, etc. Et là, ça le fait en automatique. Et je trouve que c'est assez magique parce que là, tu gagnes vraiment du temps. Un autre truc aussi, c'est t'es pas obligé d'automatiser tout avec l'IA, mais tu peux automatiser des choses qui ne servent à rien. Par exemple, il y a un petit outil aussi qui est assez sympa que j'utilise depuis un petit moment, c'est Magical. Magical, en fait, c'est les fameux copier-coller que tu fais en réserve. En fait, par exemple, quand je veux souhaiter bonne année, parce que là actuellement j'écris beaucoup bonne année dans mes messages LinkedIn, et ben en fait, je tape point virgule BA comme bonne année et ça me fait et bonne année pour vous. Et si c'est juste bonne année parce que c'est quelqu'un à qui ne m'a pas souhaité la bonne année, enfin quand c'est quelqu'un qui m'a souhaité la bonne année, enfin qui m'a pas encore souhaité la bonne année, je dis bonne année avec slash BA et bonne année à vous BA V, c'est et bien sûr aussi bien année à vous. Donc ça c'est bon, je vais te donner un tuyau qui est encore bien meilleur et qui est beaucoup moins foireux. Tu utilises et qui sera bien plus personnalisé. Utilise la reconnaissance vocale, c'est 1000 fois meilleur. Ça te permettra de faire un message hyper rapide qui sera vraiment ton message et qui te permettra de dire exactement ce que tu penses à la vraie personne à laquelle tu penses. C'est vrai. Et évite les trucs compliqués comme ça, ça n'apporte rien. Et puis bon, on peut pas souhaiter non plus la bonne année à tout le monde. On choisit. C'est le moment. Et puis c'est vrai amis. qu'aussi, par exemple, quand tu as un message type de merci, de machin, ça te fait gagner quelques secondes. Au final, tu as des stats, je sais plus combien j'ai économisé. De Mais Bercy ou de merci? Merci, merci. Parce que Bercy ne dit pas merci, justement. Et je crois que le mois dernier, je crois qu'il m'a dit que j'avais économisé 3-4 heures, quoi. Donc c'est 3-4 heures d'économiser. Et encore une fois, reconnaissance vocale, tu vas gagner des dizaines d'heures par jour. Et je suis toujours sidéré par le fait qu'il y ait si peu de gens qui l'utilisent. L'autre jour, je vois des élèves de Normandie, il y avait à peu près 50, et je leur demandais qui utilise Siri ou l'équivalent Android pour taper des textes. Et j'ai eu 0 qui ont levé la main. 0. Enfin, non, il y a eu une personne qui a levé la main. Alors même si c'est imparfait et patati et patata, mais c'est quand même nettement plus rapide que de taper à la main. Et surtout, moi qui ai des troubles musculo-squelettiques, je trouve quand même que c'est beaucoup plus pratique. Et j'écris des livres comme ça depuis près de 25 ans. Mais je pense que ça, quelque part, ça veut dire que ça marche. Continuons nos questions avec Grégory. Enfin, c'est des questions ou des remarques. Il dit l'IA générative est un excellent outil pour simplifier le travail, mais cela n'empêche pas de se former à son utilisation ni d'ajouter les touches finales. Former à son utilisation, oui, pourquoi pas. On nous fait toujours des pataquès avec les prompts. Je pense que ça, c'est grossièrement surestimé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir faire un prompt. Mais moi, un truc que j'ai remarqué, c'est que les LLM, justement, savent très, très bien faire les prompts. Donc, j'utilise un outil pour faire un prompt sur un autre et ça marche très, très bien. Et ça est aussi le même outil de façon réflexive pour faire le prompt quand on a fait 5 ou 6 itérations pour refaire le prompt de ce qu'il aurait fallu faire pour avoir le vrai résultat. Et du coup, là, il n'y a pas besoin d'apprendre, de faire 10 ans de cours sur ça. Puis de toute façon, ça, c'est quelque chose qui disparaîtra certainement avec les outils agentiques. Parce que c'est pas très efficace, en fait, comme interface. C'est amusant, mais c'est pas très efficace. Donc, continuons. Il y a Julien qui nous dit Claude est bien pour la suite, mais il faut écrire dessus, comme tu le dis. Bon, ce qui veut dire, c'est qu'il faut réécrire. Ouais, il faut même faire plus que ça, quoi. Hier, j'ai fait un test. J'ai repris une interview avec mon ami Jean-Philippe Timsit. J'ai pas encore eu le temps de poster dans ma newsletter, mais ça va bientôt se faire. Et son interview était
si tu connais Jean-Philippe, il part dans tous les sens. Il est super créatif, mais il part dans tous les sens. Et pour faire un texte correct là-dessus, c'est une horreur. En fait, la meilleure solution que j'aurais vue, encore une fois, c'est de relire son texte et de le retaper avec la dictée vocale. Et là, j'aurais été très vite. J'ai voulu utiliser Claude pour faire ça, sans dénaturer le texte, parce que donc, je lui donne toutes les instructions pour qu'il ne dénature pas le texte et qu'il ne change pas le sens, qu'il corrige et puis qu'il contracte un petit peu quand ça part dans tous les sens. Et alors, effectivement, on a eu un résultat. J'ai eu un résultat qui a été itératif d'ailleurs, mais le problème, c'est qu'il s'arrête au milieu. Comme je ne sais plus qui l'a fait remarquer, mais les LLM sont fainéants, sont comme les hommes, ils sont fainéants. Au bout d'un moment, ils s'arrêtent. Et donc, du coup, il ne m'a pas fait l'intégralité de mon texte. Il avait perdu, mais je ne sais pas, je dirais comme ça à la louche, 40 à 50% du contenu. C'est-à-dire, oui, il avait contracté, mais il ne sait pas faire de la contraction de texte. Ce qu'il fait, c'est du caviardage. C'est-à-dire, il prend des trucs, il prend quelques phrases, et il sort ça du contexte et il finit par faire n'importe quoi. Donc, il faut faire très, très attention à ça. C'est pour ça que je te dis que moi, j'aime bien mixer Claude ou ChatGPT pour une synthèse globale. Et ensuite, moi, j'aime bien avec Opus Clip, c'est que Opus Clip pour les interviews, c'est vraiment bien parce que ça te découpe certes en vidéo. Opus Clip est très bien. Mais encore une fois, parce qu'il n'invente rien, mais il découpe bien. Voilà, et il découpe bien. Mais il découpe plutôt bien. Et surtout, il fait une transcription. Et en fait, la transcription, tu la reprends. Alors, des fois, je la prends mot à mot. Des fois, justement, je me dis, à Claude, synthétise-moi un petit peu plus ce truc-là. Mais j'évite aussi de trop utiliser l'IA pour faire de la synthèse ou de la rédaction, pour la simple et bonne raison que même si personnellement je trouve que c'est devenu hyper compliqué de distinguer un texte sur un sujet générique généré par l'IA ou pas, comme tu sais la charte relationnelle, compliqué d'identifier ou pas, mais surtout d'après ce que dit Google, ils vont essayer, ou même LinkedIn vont essayer de moins mettre en avant les contenus là. Donc moi de manière globale, de toute façon j'aime bien écrire, j'ai un style entre guillemets qui est très parlé, et donc j'essaye de pas trop faire 100%. Sans vouloir critiquer Google, c'est pas mon genre. Ils ont changé quand même. J'avais compté 4 à 5 fois d'avis dans les 2 années dernières. En fait, ils veulent pas le faire, mais en fait, ils sont obligés de le faire, mais ils veulent pas le faire, mais quand ils le font, ils se plantent, donc ils recommencent. Enfin bon, oublions. Ils sont à côté de la plaque. Pour Fadila, Siri, tu as raison. Effectivement, pour les messages courts. Alors, pour les messages longs, comme tu es une utilisatrice d'iPhone, je te conseille Dictate, qui est vraiment génial, qui fait à la fois les transcriptions d'enregistrement et les transcriptions à la volée. Et ça, c'est vraiment génial pour les textes semi-longs. Et puis pour les interviews, je conseille Gladia, qui est vraiment absolument tip-top, et c'est français en plus, Gladia, et qui va reconnaître les différents auteurs. Bon, le problème, c'est qu'une fois qu'on a ça, on récupère un texte qui est monstrueux, et que finalement, c'est là que la question, oui, avec les outils, on gagne du temps, trouve sa limite. C'est que non, en fait, on gagne pas de temps. Hier, pour faire mon truc avec Jean-Philippe, j'y ai passé 7 ou 8 heures. Et finalement, j'y ai passé beaucoup plus de temps que si je l'avais fait moi-même. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais voilà, j'ai voulu aussi pour des raisons d'auto-formation, et puis comme je donne des cours sur ces sujets-là aussi, de pouvoir d'enrichir mon background, j'ai voulu le faire. Mais le résultat n'était pas pertinent. C'était beaucoup mieux si je l'avais fait moi-même. Ça aurait été plus efficace. Mais je sais que l'oral est vraiment bien, parce que moi, je recommande beaucoup aux gens, comme tu l'as dit, le prompt engineering. Bon, c'est bien gentil, mais moi, je préfère les gens qui connaissent pas trop, s'ils parlent à leur téléphone avec ChatGPT, sincèrement, quand ils disent tiens, tu veux faire ci, ils donnent pas mal de choses, et finalement, ça suffit largement. En plus, en itinérant, c'est beaucoup plus simple. Et ça, je trouve que c'est bien. Et on peut le détourner. Sur PC, parce que tu parlais des applications dédiées, mais tu peux parler à ton ChatGPT en disant tiens, ton résumé de texte, je trouve qu'il comprend vraiment très bien, et après tu n'as plus qu'à copier-coller ça et t'en faire après un article. Alors c'est du hack, justement, on détourne le système, parce que le gros hacking, c'est ça, c'est détourner le système, pirater. C'est pas l'usage principal, mais ça peut servir de dictaphone. Bon, encore une fois, les contractions de texte, c'est un exercice en soi. Ça demande de la compréhension du texte, et c'est pas toujours très bien fait par ces outils qui, en plus, ont tendance un peu à se fatiguer au bout d'un moment. Claude est un peu meilleur, mais n'empêche, au bout d'un moment, il s'arrête. Grégory nous dit que se former, c'est gagner du temps.
Oui, bien sûr. Enfin, ça dépend si on est bien formé. Et l'IA, ce n'est pas que du prompt. Bah non, je vais corriger. L'IA, ce n'est pas du prompt. Point. Il a porté pas mal nanar. Je suppose que on veut faire Bernard. référence à notre ami. Bernard Tapie. Qui ça? Bernard Tapie que tu as cité tout à l'heure. Bernard Tapie. Ouais, c'est clair. Ouais, bah, ça n'empêche pas. C'est quand même un escroc. Grégory Maubon nous dit le prompt est tout de même au cœur. Pour ma part, je préfère le reverse, voire l'optimisation de mes brouillons. Ouais, bon, oui, ok, le prompt. Ouais, On y reviendra parce que ça, à question, mon avis, c'est quelque chose sur lequel on réfléchira au bout de 4 à 5 ans d'utilisation. Enfin, pour moi, ça fait déjà 3 ans, ou même un peu plus. Je me pose encore la question de savoir si c'est un bon système, et effectivement, si c'est une bonne interface, parce que tout le monde a dit ouais, c'est une interface révolutionnaire, parce que effectivement, il y a clairement une innovation, savoir si c'est véritablement efficace, ça on le verra à mon avis encore dans 2-3 ans. Alors que fais-je avec Opus Clip? Que faisons-nous avec Opus Clip? C'est simple, Fadila. Dans le temps, qu'est-ce que je faisais? Je prenais une vidéo première, donc je faisais un rush de 1 heure. Et je me passais 9 heures de découpage pour prendre les passages intéressants, pour ne garder que les passages intéressants. Maintenant, je fais plus ça. Je prends ma vidéo d'1 heure, je la monte et je la mets en 1 heure, ce qui prend déjà un certain temps, mais un peu moins quand même qu'avant. Et je laisse Opus Clip faire les snippets. Et ça, c'est beaucoup plus efficace. Alors, quelle est la clé de maîtriser le plus d'outils possible ou en connaître quelques-uns à fond? Pour moi, Karine, évidemment, en connaître quelques-uns et les maîtriser à fond. Mais peut-être que Fred sera en désaccord. Je sais que lui, c'est un stackano. Alors moi, j'ai mis dans le chat là le petit tuto Opus Clip parce que je trouve que c'est, enfin le chat, les commentaires, je trouve que c'est un petit outil assez magique pour ça. Donc c'est vraiment, en fait, à la base, ça permet juste de prendre des vidéos comme on le fait nous en 16/9 et le transformer en 9/16, format TikTok, transcription, sous-titrage, etc. Et ça coûte 170 balles à l'année. Et après, il y a les gens qui vont te dire ouais, j'utilise Submagic, qui est très bien aussi pour faire des vidéos, mais déjà optimisé pour TikTok. Il y a aussi CapCut qui permet de redécouper, mais je trouve que c'est moins automatique. Donc celui-là, il est plus automatique. On a dit qu'on faisait pas une liste d'outils, donc on fera pas une liste d'outils. Mais bon, moi je pense que finalement la question est intéressante et je conseille clairement de ne pas être exhaustif. Tu le sais toi-même, Karine, en Martech SalesTech, on en est à peu près à entre 11 et 12 000 éditeurs. Hein, d'accord, il y en a un qui naît toutes les secondes. Donc non, surtout pas. Et quand j'ai fait suffisamment de conseils chez Capgemini ou ailleurs pour conseiller les entreprises à choisir des logiciels, c'est toujours ce que je leur ai dit, c'est arrêtez de regarder tout, faites un tri et prenez une shortlist et étudiez bien en détail cette shortlist et regardez pas. Oui, il y a toujours un outil qui est mieux, qui fait un truc mieux que les autres, mais il vaut mieux s'en tenir à ce qu'on. Et puis surtout, il vaut mieux un outil qui est pérenne et qui fait pas tout qu'un outil qui fait papa maman mais qui va disparaître demain. Olivier Bérard dit il vaut mieux utiliser Mistral sur les textes en français. Personnellement, j'ai entendu 1000 et 1000 fois que les LLM ne parlaient que de l'anglais, ils étaient entraînés que sur de l'anglais, etc. Je pense que ça, c'est vraiment du bullshit. C'est n'importe quoi. Quant à Mistral, je l'ai utilisé un peu. Ouais, pour les données françaises, pour les données françaises, il est meilleur. Sincèrement, okay, faites le test. Faites le test vous-même. Vous prenez une liste de sociétés. Vous l'envoyez. Le truc que j'ai fait, en fait, avant tu sais que cette fameuse qualification par secteur d'activité. Avant, je me suis dit, je vais faire ChatGPT parce que j'ai un compte client ChatGPT. J'ai essayé ChatGPT, j'ai essayé Claude, j'ai essayé Gemini, j'ai essayé Mistral. Et Mistral a été le gagnant pour cette qualif parce qu'il connaît mieux les entreprises françaises. Après la rédaction, je préfère Claude, mais bon, après, j'ai pas non plus testé. Comme tu le dis, en fait, il y a tout le temps un shiny bonnet, enfin, comme dire, un shiny thing, une baguette magique. À chaque fois, ils ont dit, ah, tiens, la nouvelle révolution, c'est ça. Non, mais c'est ça qu'il faut faire. Ah, Claude, nouvelle version. Ça, c'est une erreur de débutant, ça. Donc, il faut clairement pas le faire. Voilà, il faut j'ai mis le pied dedans, j'ai cité Grégory et c'était Fadila qui citait Grégory. Donc, que le grand cric me croque. Par exemple, Perplexity. Je sais que tu étais un fan aussi de Perplexity. Alors oui, j'aime bien. Alors sa version gratuite, je l'ai payée
Et sincèrement, je vous recommande de pas le payer. Il est pas mieux. En fait, j'ai pas compris la différence. J'ai pas compris la différence. Aucun intérêt. Par contre, Claude, oui. Mais Perplexity, oui, est très très bien, notamment pour faire des recherches simples, à condition bien entendu de toujours croiser ses billes. Et ce matin, j'ai préparé une interview, un travail avec un partenaire, et je lui ai demandé de me faire un résumé des derniers deals qui ont été faits par ce partenaire, les dernières études qu'ils ont faites. Et du coup, il m'a trouvé des pépites d'enfer. Et je suis allé voir les rapports d'études. Et du coup, ben ça a créé des idées de business. Et ça, c'était vraiment génial. Alors, c'était juste un point de départ, mais c'était vraiment très, très, très bon. Perplexity, je recommande, oui, effectivement, il est très, très fort. Très, très fort parce que sincèrement, je vois pas, j'utilise plus, beaucoup moins DuckDuckGo. J'utilisais plus Google depuis très longtemps, parce que c'est un très mauvais moteur de recherche. Mais DuckDuckGo était très bien. J'utilise beaucoup moins maintenant à cause de ça. Mais on le voit bien, Alors, tu vois le trafic de Google, le SEO, a vraiment chuté pour énormément de trafic. oui. Et tous les blogs historiques se sont ramassés plein la gueule avec l'IA qui est arrivée, la génération de contenu en veux-tu en voilà. Et comme Google a du mal à distinguer tout ça, il a mis en valeur des sites qui étaient beaucoup plus sectoriels, beaucoup plus métiers. Ils se sont bien tirés dans le pied, oui. Ouais, ben surtout que toi, là, je vois bien autour de moi, il y a beaucoup de créateurs de contenu, de blogueurs qui ont lâché le prise ou qui ont réduit. Moi, j'ai réduit. Hein. Le blog, c'était le numéro 1 pour moi. Maintenant, le blog, c'est le numéro 2. Je préfère me concentrer sur LinkedIn. Toi, Serge-Henri et Saint-Michel, que tu connais, Marketing Pro, qui a arrêté après quasiment 15 ans de blogging. Mais là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que quand tout le monde arrête, c'est là justement qu'il faut accélérer. Parce que c'est là comme ça que vous allez vous, comment dire, vous différencier. Et c'est là que vous allez recréer votre communauté autour de ça. Il faut réinventer des méthodes avec des newsletters et peut-être des contenus premium que vous pourrez vendre aussi autour de vos contenus. Donc pour moi, surtout pas, n'arrêtez pas le blog. Surtout je suis d'accord avec toi. Moi, je continue. Au contraire. Important. Mais par exemple, toi, il faut arrêter le blog au sens du j'écris un article pour le référencer dans Google. Ça, on s'en fout parce que de toute façon, Google, à mon avis, n'en ont plus pour très longtemps. Mais bon, ça, c'est un peut-être pas, c'est pas là, mais oui. Déjà, ils vont être probablement démantelés. Donc ça, déjà, ça va les ralentir un petit peu. Continuons parce qu'il nous reste plus que 7 minutes et il y a énormément de questions. C'est vraiment très intéressant. On vous remercie vraiment tous pour toutes vos questions qui sont super intéressantes. Alors, il y a un LinkedIn user, je ne sais pas qui c'est. À part LinkedIn, vous diffusez sur quoi votre direct? Pour l'instant, sur YouTube et Twitch, parce que Frédéric, qui a beau être un gros hacker, a zappé le fait de, comment dire, en fait, je pensais coupler. Apérer. Ouais. Il n'a pas apéré ses comptes. J'entendais pas Yann et j'ai dû changer de navigateur et je m'étais réservé une dizaine de minutes. Donc, vous le trouverez sur youtube.com. Et je le mettrai Alors, c'est youtube.com/vismktg, pour le revoir. C'est la chaîne de Visionary Marketing. Je ne sais pas si je vais arriver à le partager parce que c'est un peu compliqué. Si, c'est bon, j'ai réussi. Super. Voilà. Sylvain fait partie de la panoplie. Je ne sais pas de quoi il parle. Si vous pensez qu'il suffit de bien savoir utiliser les bons outils dans votre métier, nous dit Sylvain, vous pouvez sérieusement vous inquiéter. Une IA saura faire bien mieux que vous et sans jamais râler et sans jamais se fatiguer. Enfin, quoiquement. Les IA sont un peu feignantes, hein, vraiment, sincèrement. En fait, toi. Mais il n'a pas tort, c'est ce que je dis à mes élèves. Si tout ce que vous savez faire, c'est copier-coller depuis ChatGPT, vous pouvez tout de suite chercher un job de plombier. Parce que ça, une IA agentique le fera très bien pour vous. Il commence à y avoir des IA, d'ailleurs c'est Anthropic qui a commencé à faire des IA qui sont capables d'aller sur un ordinateur pour aller le piloter et mener des actions, dont le copier-coller, dont aller sur un navigateur, dont aller chercher soi-même, etc. Et avec ce qui était bien imparfait aujourd'hui, mais des chaînes de pensée, les chain of thoughts, d'arriver à développer un raisonnement qui commence à ressembler un peu au raisonnement humain. J'essaye ça, j'ai un résultat, j'aime pas, je recommence, etc. Pour ça, à mon avis, l'histoire du prompt, elle va bientôt aller se balader à l'ouest parce qu'il n'y aura plus besoin. Et l'étape d'après, c'est qu'il n'y aura plus besoin de demander à l'agent d'aller sur un navigateur, sur un ordinateur, c'est que le navigateur, il sera développé pour l'IA.
Ouais. Donc, Ouais, c'est vrai si que tout ce que vous savez faire, c'est copier-coller, vous êtes crevé. C'est fini. C'est fini. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est une question de moi. Ouais, parce que en fait, il y a Make qui permet déjà de faire des petites automatisations, mais c'est pas encore 100% efficace. Oui, Comme je disais, il y a Magical qui permet aussi de faire des trucs, mais ça va ouais, de mais tout plus en ça, c'est plus arriver. En ouais, fait, tu vas montrer à l'IA, tu dis tu fais ci, tu fais ça, et ouais, ça va arriver je pense, dans les 2 ans maximum. ouais. Bah, tout ça, c'est un peu des bricolages, mais quand ça sera, comment dire, Paste. regroupé, ben là, et ça sera, et comme en plus ces applications sont capables de se programmer elles-mêmes, Claude, par exemple, est capable de programmer des SVG à partir d'un texte. Mhm. Tu lui donnes un texte et tu lui dis, je sais pas, fais-moi, je l'ai fait l'autre jour, le tracé de la voie romaine entre Saint-Denis et la Tombissoire, et il te fait le tracé en SVG. Il Mhm. te se programme ça en Python et hop, il te fait le SVG. C'est quand même assez brillant. Loïc Simon n'a pas tort, il nous dit finalement ça ressemble plus à des trucs et astuces et c'est moins stratégique, mais bon, ça, on a, On a débordé, bah on oui. a nos travers, hein, on a En nos fait, ce qui se travers. passe, c'est que dans Growth Hacking, tu as deux choses. Tu as Growth et Hmm. Hacking. Et là, on est resté beaucoup sur le hacking avec trucs et astuces. Le Growth, c'est la partie framework AR où en fait, on analyse son cycle de vente et on va vraiment essayer d'optimiser tout cela. Et Ouais, dedans, moi, j'explique beaucoup qu'en fait, qu'il faut travailler bien sûr sa gamme de produits, sa partie tunnel de vente, son parcours client. Moi, j'ai un module dans ma petite formation Growth Hacking de 30-35 minutes sur l'effet waouh. Comment intégrer un effet waouh. Et ça, c'est vraiment de la stratégie, c'est pas de l'opérationnel. Mais c'est vrai que le gros hacking, c'est souvent ça. Tu disais en introduction, Yann, pourquoi en fait ça a une odeur de soufre? Bah, tout simplement parce que les gens pensent ouais, beaucoup à cet aspect hack, le côté sulfureux, les astuces. Et c'est vrai qu'après, si ouais, tu veux, on pourra parler de quelques exemples. Il y a beaucoup de boîtes qui ont commencé comme ça, alors que finalement, c'est la croissance durable qui est plus importante. Et dans le ouais, bien bouquin, sûr. comme tu disais Yann, dans le bouquin Gros Hacking V3, tu vois, il y a dedans, il y a à la fin, alors parce que c'est pas beaucoup de pages, tu vois, il y a une petite fin sur la partie ici, faire du gros hacking c'est un voyage, mais avant, j'ai la partie sur la partie la décroissance et sur la fin qui ne justifie pas les moyens. Et donc en fait, ça c'est Hmm. important de rappeler que le gros, on va arriver dans une époque difficile et il faut, tu vois, c'est l'avant-dernière page Oui, du bouquin, hop, oui. Je ici crois que tu où peux vers enlever la le fin du monde, futur sur on va arriver dans une époque difficile. Je pense qu'on y est déjà. le Euh, degrowth hacking, tu vois, j'ai mis un espèce Très bien. de grenouille. Et tu vois, ça, par exemple, Ok. on parle de hacking très simplement. Tu vois, les illustrations du bouquin, ici, alors, ouais, toutes les illustrations qui sont dans le bouquin, je les ai fait faire en offshore avec une personne qui est en Inde. Et tu vois, ça, ce truc-là, ça aurait été compliqué. J'aurais fait que je briefe Oui, quelqu'un, je trouve quelqu'un. En France, là, oui, en fait, le gros hacking, c'est aussi se dire, mais comment je peux oui. aller à l'efficacité maximale, en Alors, low cost. Et c'est vrai que maintenant, avec le ouais. web, et maintenant le télétravail, tu arrives à trouver un illustrateur à l'autre bout du monde qui parle Mhm. anglais, malheureusement, qui Ouais, parle anglais et qui comprendra pas ce que tu veux faire ouais. exactement, mais ça permet de Ouais. faire le job et pas très cher. Pour plaire à Loïc, on va lui donner un autre outil. Alors, tu peux me faire ça maintenant avec Illustrator et tu peux le faire directement en injectant un prompt dans Illustrator. Il va te faire un vectoriel sur mesure lié à ton prompt et c'est vraiment remarquable. J'ai fait des icônes comme ça pour des bouquins, c'est absolument génial. Plus besoin de programmer directement dans Illustrator en vectoriel, il le fait directement. Gaël nous dit le blog est complémentaire aux réseaux sociaux. Alors c'est vrai et c'est faux. Enfin c'est pas faux, mais j'irai un cran plus loin. Pour moi, non, le blog est central. Alors j'invite Gaël à lire l'article de Jean-Philippe Timsit d'aujourd'hui parce qu'il s'appelle Déplatformiser. On va y revenir parce que Philippe m'a un petit peu égratigné au passage, donc je vais revenir sur les plateformes. Hein, c'est important, il faut se débarrasser des plateformes. C'est un peu ce qu'on fait ici, puisqu'on publie, on multi-publie sur YouTube, sur LinkedIn et sur Twitch, on est un peu partout. La difficulté effectivement dans la vidéo, c'est que effectivement, il faut être capable d'héberger ces fichiers monstrueux et que c'est pas toujours simple. Et on est un peu dépendant de YouTube, dont je sais parfaitement qu'il appartient à Google, et je sais même parfaitement que ce n'est pas Google qui l'a créé, Philippe, puisqu'ils l'ont racheté en 2007, si mes souvenirs sont bons. Accélérer effectivement au moment où tout le monde s'arrête. Et oui, effectivement, c'est une
des règles majeures de la conduite du changement, sinon du growth hacking. C'est que quand tout le monde fait un truc, eh ben, il faut faire l'inverse et vice-versa. Fadila nous dit la super IA, oui, ça c'est le sujet du moment, l'IA générale, AGI, GAI, enfin bon, bref, ça a tous les noms, serait disponible d'ici 2026. Oh oui, je pense que même en février 2026, le 15 février exactement, donc en capacité à automatiser un travail sur plusieurs jours, semaines en interaction avec d'autres applications et l'eau. Ouais, mais oui, je pense oui, que je pense vraiment, que là, je pense même que ça arrivera avant 2026. Ouais. Ça va, pour moi, c'est vraiment le next move. Et comme tu as dit, Claude a montré un petit truc, mais qui est pas parfait. Mais le jour où, avec des API, enfin, où mec, tu vois, fait un truc qui est un peu plus intelligent, arrive à faire quelque chose, sincèrement, tu vas. En fait, le problème, c'est que ça va tellement trop vite que même moi, tu vois, et les autres, on a enfin, tout le monde, on a du mal à suivre. Et nous-mêmes, on a du mal à suivre. Ça me rappelle, tu vois, ça va plaire à notre ami Loïc Simon qui est en train de salir comment dire, la liste des commentaires, hein, si je puis me permettre, avec ces petits personnages verts. Ça me rappelle Ravage de Berjavel. À la fin, donc, il y a eu une catastrophe et si vous l'avez pas lu, lisez-le. C'est un peu le monde technologique qui passe à l'extrême et ça finit justement en ravage. Ouais. Et à la fin, la civilisation se recrée autour d'un mode assez primitif. Et puis un jour, il y a un type qui est tout content et il arrive dans le village et il arrive avec une voiture et il démontre qu'il a réussi à reconstruire une voiture. Et là, le personnage principal de Ravage le tue, en fait. Voilà. Donc peut-être qu'à un moment, il faudra tuer Sam Altman. Non, c'est pas bien. Il faut pas dire des choses comme ça. Non, mais Ravage est un excellent livre et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'électricité qui a changé de polarité du jour au lendemain et c'est excellent. Un très bon livre de Barjavel, vraiment très très bon. Et on va terminer avec un commentaire de Philippe de Liège. Growth hacking, c'est comme d'autres expressions composées avec un mot pourri. Une professionnelle au régime n'est pas nécessairement une grosse. Ok. Je pense que la remarque, enfin, je suis pas sûr de comprendre toute la remarque de Philippe, mais moi, en fait, j'avais la même, peut-être dite un peu différemment. C'est que si on parle de growth hacking éthique, mais moi, je préférerais peut-être qu'on parle de marketing du bouche à oreille, qu'on parle de respect, parce que le marketing du bouche à oreille, et à ce sujet, d'ailleurs, j'invite à lire un excellent livre qui s'appelle Le marketing digital de @ à Z, que j'ai écrit avec Hubert Kratirov l'année dernière chez, non pas Duno, mais c'est la maison en face, chez Erol. Et le site web, c'est simple, c'est marketingdigitalaz.com. Voilà. Et dans ce livre, eh bien, vous avez un chapitre entier dédié à ce que toi, tu pourrais appeler le growth hacking éthique, et moi que j'appelle marketing du bouche à oreille, uniquement avec des méthodes éthiques et respectueuses, et qui vous expliquent comment dire, faciliter, encourager, cajoler, on peut trouver plein de mots, mais certainement pas bâtir ni créer une communauté. Voilà. Alors, dernière question de Sylvain, et puis on va s'arrêter là parce qu'on avait promis d'être à l'heure et on a 5 minutes de retard. Que penses-tu de ces experts du dark hacking qui pullulent sur ce réseau? Ce réseau, je suppose, c'est LinkedIn. Utilisez des IA, automatisez tout, produisez plus, soyez plus créatifs avec toujours moins d'efforts pour engranger des dollars. C'est le get rich quick. C'est pas très nouveau, ça. Ça déjà. Le problème en fait, c'est que c'est comme envoyer du spam par email. Tu t'envoies 10 000 emails, et ben comme tu as un 0,5% de taux d'ouverture, taux de clic, etc. Tu arrives à avoir des résultats, mais à un moment donné, forcément ça s'use et c'est beaucoup d'efforts et puis tu te grilles en fait. Voilà. Moi je vois dans mon secteur, comme je disais, il y a 15 000 cibles. Une fois que j'ai fait les 15 000, si je me suis grillé en faisant des trucs trop borderline, et ben en fait c'est fini. Voilà. Donc, alors, on va quand même citer 2 exemples de sociétés qui ont fait du borderline et qui en ont bien profité. Alors, le premier, on n'y pense pas forcément, c'est Airbnb, qui s'est créé en scrapant Craigslist. Hein, je sais pas, peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est Craigslist.
C'est le Bon Hein, Coin aux c'est une sorte États-Unis. d'annuaire californien, hein, et où il y avait, comment dire, des annuaires. C'était un annuaire, hein, c'était le truc qui avait remplacé Yahoo en fait. Et ils ont commencé comme ça chez Airbnb en scrapant toutes les données. Hein. Je sais pas si tu as Ouais, ils peut-être un envoyaient un autre petit exemple message en un peu disant: plus «Hey, français. est-ce que vous saviez que vous pouviez gagner $500 par semaine en louant Bien votre sûr. logement sur Airbnb?» En fait, l'automatisation, ils envoyaient un direct message, donc l'équivalent du Bon Coin. Et l'autre, c'est vrai que, alors, je pourrais te donner un exemple franco-français. Tu veux quoi, Xavier Niel, ou tu veux Stanley Robotics, ou tu veux lequel? Avec Xavier Niel. Allez, on va faire l'anecdote. Donc Ouais, Xavier Niel, Xavier Niel, allez, 3615. ouais, 36. En fait, Xavier Niel, donc, il travaillait dans une boîte qui faisait du Minitel à l'époque, hein, il n'y avait pas Internet. Et donc, en fait, il avait inventé un truc qui s'appelait le turbophone, qui permettait d'envoyer des messages comme ça aux gens qui étaient connectés au 3615. Et en fait, il a la bonne idée de voir quel était le business qui était le plus rentable. C'était le business de la messagerie rose, 3615 du là. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé sa messagerie rose concurrente, et il a envoyé avec son outil automatique un message sur les gens du 3615 du là en disant: «Eh, mon chéri, rejoins-moi sur tel truc.» Et donc, il a capté comme ça une partie du trafic du 3615 du là, et il a monté ses premiers business. C'est pour ça, en fait, qu'il avait il a eu des petits soucis avec la justice. Il a perdu son procès, mais en attendant, il a gagné de l'argent. Et c'est pour ça aussi qu'il avait un mini business de sex shop à un moment donné, parce que c'était lié à ce fameux business de Minitel Rose. Et grâce à ça, il a monté son business, et il a réussi comme ça à monter sa fortune en France. Donc, borderline, illégal, totalement illégal. Il a perdu son procès, et pourtant, en fait, il a gagné. Donc, Et voilà. de l'argent. Mais Et c'est c'est pour ça comme que ça les gentils gagnent peut-être pas toujours à la fin, mais on verra en fait comment ça se passe pour lui. les gentils le regagneront au paradis. Voilà. Loïc Simon nous dit le marketing du BAO, bouche à oreille, je suppose, à la Yomi. Je sais toujours pas qui c'est Yomi. C'est qui? Yomi C'est le même Denzel. que tout à l'heure, c'est ça? Ouais, Yomi Denzel. Oh non, non, on oublie ça. Et encore une fois, c'est des escrocs, ces gens-là. Il y en a un des deux là qui doit, je sais pas combien, il est poursuivi pour des détournements d'argent. Après, ça n'enlève rien à leur comment dire, à leur bagou et à leur capacité à convaincre des gogos. Mais voilà, c'est le principe de l'escroc. L'escroc est convaincant. Ouais. Après, ça reste un escroc. Voilà. Bon, alors par contre, moi, je vais devoir y aller, mon cher Yann. Moi aussi, moi aussi. Et je pense qu'on a fait le tour de notre sujet. On a rempli notre contrat. Il est 13h08. Et donc, nous avons juste 8 minutes de retard. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Et surtout pour toutes ces questions qui étaient super intéressantes. C'était génial, c'était interactif. Et maintenant, vous savez tout ce qu'il faut faire pour faire du growth hacking éthique. Et vous avez même quelques petites astuces d'outils. N'en déplaise à notre ami Loïc. Voilà. Bye Merci bye. à vous tous et à bientôt. À bientôt. Bye bye.